une cellule interministérielle de crise où nous avions 6 ministres présents, des directeurs de cabinet, avec évidemment le directeur de cabinet du Premier ministre Nicolas Pernaut qui est avec nous, puisque la France connaît une période inédite de canicule avec 84 départements qui pourraient demain se retrouver en vigilance orange. C'est donc une période qui est précoce, c'est intense. Il y a une très grande étendue géographique et la durée semble être assez longue, avec des températures, mais Agnès le dira mieux que moi, qui sont des températures assez extrêmes pour notre pays. Cette cellule avait pour objet de mobiliser l'État, qui est déjà mobilisé. Nous avons fait, nous, ministres de l'Intérieur, le 20 juin dernier, nous avions adressé à l'ensemble des préfets de France un télégramme, voilà, notamment pour le plan Orsec. Et donc nous avons rappelé un certain nombre de fondamentaux. Chaque ministre va pouvoir rappeler les précautions qui rentrent dans le champ de son périmètre ministériel. Pour ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, on a, nous, les deux grandes conséquences que nous devons gérer avec les collègues ministres. C'est d'abord les conséquences en termes de santé publique, parce que ceux qui sont les plus concernés, ce sont les plus fragiles, aussi bien les personnes âgées, mais les tout petits, les personnes isolées aussi, les personnes handicapées. Et ça fait l'objet notamment du plan Orsec que gère chaque préfet de zone, mais aussi chaque préfet dans chaque département. Je veux rappeler les grands points sans être trop long. Le premier point, c'est qu'il y a des messages, notamment en termes de communication, de sensibilisation, qui sont adressés via les différents médias, notamment régionaux, parfois aussi nationaux, pour la population, pour des gestes de prudence. Il y a ensuite un contact avec les maires, et les maires se sont déjà mobilisés. Ils ont d'ailleurs fait dans chaque commune, en tout cas dans beaucoup de communes, des plans communaux de sauvegarde. Ils ont un registre de personnes vulnérables, ils ont les numéros, ils peuvent les contacter, notamment soit envoyer des SMS. Ils sont rodés, que ce soit pour des périodes d'inondation, des périodes aussi très, comment dirais-je, de canicule. Il y a aussi la mobilisation de tous les moyens qui concourent à la sécurité civile. D'abord les services départementaux d'incendie et de secours, les sapeurs-pompiers, et puis l'ensemble des associations, des bénévoles. Il y en a des milliers dans toute la France, qui sont les associations donc de sécurité civile. Ça, c'est le plan Orsec. Chaque préfet doit les mobiliser. D'ailleurs, les préfets les ont déjà mobilisés puisque le télégramme a été envoyé le 20 juin dernier. Il y a aussi un dernier point sur lequel j'insiste, puisqu'on rentre dans une période où on a des festivals, des manifestations culturelles, des manifestations sportives, et chaque préfet doit prendre en compte ses calendriers, prendre la tâche évidemment des organisateurs pour vérifier que tout est fait pour que ces manifestations aient bien lieu. Et puis, il y a, pour ce qui nous concerne, les feux de forêt. Je me suis rendu avec Agnès Pannier-Runacher, c'était le 5 juin dernier, dans les Pyrénées-Orientales pour lancer cette campagne de feux de forêt pour 2025. Au moment où je vous parle, donc, nous avons eu 3 feux de forêt, nous les avons encore. Charente-Maritime, c'est le plus petit, ça concernait quelques hectares. Le feu est maîtrisé. Donc il ne pose pas de problème. Celui qui nous pose le plus de problèmes, c'est le feu qui s'est propagé dans l'Aude à partir en réalité d'un brasero, d'un barbecue qui était transporté sur l'autoroute derrière un véhicule sur une remorque, et en fait malheureusement eh bien des flamèches se sont envolées et il y a eu 6 ou 7 départs de feu. Là encore, au moment où on se parle, les feux sont toujours non fixés. On a mobilisé énormément de sapeurs-pompiers. Il y a plus de 150 sapeurs-pompiers qui sont mobilisés et des colonnes de renfort. Il y en aura 4, ce qui permettra au total de monter jusqu'à 400 sapeurs-pompiers. On attendait une chute du vent aux alentours de 21h pour pouvoir reprendre le contrôle. 4 Canadair désormais sont en œuvre. Il y en avait 2 cet après-midi, deux autres ont été ajoutés, c'est au nombre désormais de 4, et 4 Dash. 4 Dash qui sont aussi des aéronefs, et un camping, le camping de Bizanet, a été évacué. L'autre feu concerne la Corse, Sud et Haute-Corse. Là encore, 2 Canadair sont mobilisés, un Dash, un hélicoptère léger aussi qui va pouvoir nous appuyer.
et une petite centaine de sapeurs-pompiers, y compris d'ailleurs des militaires de la sécurité civile. Pour terminer sur ce point-là, sur les feux de forêt, qui ont commencé très très tôt cette année. On a une stratégie particulière en France puisqu'il s'agit de les attaquer dès les 8 ou 10 premières minutes quand ils n'ont pas pris suffisamment d'ampleur. Et on a des moyens qui sont très importants, des moyens qui sont en propre, les moyens de l'État, avec 11 Canadair, avec 8 Dash. Les Canadair transportent 6 tonnes d'eau. Les Dash, c'est jusqu'à 10 tonnes, 3 Beechcraft et bien entendu, on a les hélicoptères de la sécurité civile qu'on peut équiper avec des paniers qui peuvent transporter de l'eau sous les hélicoptères, pendus aux hélicoptères. Et enfin, on peut avoir recours, et on a recours, à une flotte d'aéronefs, là encore, que nous louons, aussi bien en matière d'avions, 6 avions bombardiers d'eau et 10 hélicoptères qui sont des bombardiers d'eau aussi, mais très très lourds. Et on peut mobiliser jusqu'à 4000 sapeurs-pompiers, jusqu'à plus de 700 véhicules, et avec là encore un dispositif Héphaïstos qui est contractuel avec l'armée s'il fallait avoir et ajouter des hommes et notamment des renforts et aussi en termes de matériel. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais passer maintenant peut-être la parole à Agnès Pannier-Runacher qui va nous décrire justement l'évolution des prochains jours en termes de météorologie et de vigilance. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, quelle est la situation à date? C'est une canicule qui a été déclenchée, qui se déroule depuis une douzaine de jours, ce qui est une période assez longue. Et aujourd'hui, 84 départements ont été placés en vigilance orange, ce qui est inédit en termes d'ampleur de cette canicule, puisque le chiffre le plus élevé du nombre de départements placés en vigilance orange, c'est un chiffre de 2019. C'était 81 départements placés en vigilance orange, 80 étaient en vigilance canicule et 1 en vigilance orage. Ce qui donne une idée de l'ampleur de cette canicule depuis que l'on tient des statistiques, soit depuis 1947. Évidemment, cette vague de chaleur, elle s'inscrit dans, le dérèglement climatique, c'est-à-dire que entre le moment où on a démarré la tenue de statistiques 1947 et 1999, on a fait face à 17 épisodes de chaleur et depuis 2000, c'est 33 épisodes de chaleur. Donc vous voyez, ça a doublé en 2 fois moins de temps et il faut se préparer à faire face à ce type d'épisodes de chaleur dont l'impact, l'intensité, la durée et le positionnement dans l'année de plus en plus tôt et de plus en plus tard va probablement devenir le quotidien des Françaises et des Français dans les années qui viennent. Nous sommes donc préparés beaucoup plus que nous l'étions il y a 20 ans avec un plan national d'adaptation au changement climatique qui nous permet de décliner sur les différents aspects de chacun de nos ministères des actions. S'agissant donc du ministère de l'écologie, une vigilance météo qui est en place. Orange, elle est appréciée par Météo France et elle est différenciée selon les territoires. C'est-à-dire que ce qui compte pour Météo France, c'est l'impact sanitaire de la vague de chaleur. Et on sait que dans le sud, ces vagues de chaleur sont moins impactantes dans le nord parce qu'il y a plus d'habitude, il y a plus d'organisation pour faire face à ces vagues de chaleur. Donc c'est ça qui va faire que un département est placé en orange plus facilement, on va dire, dans le nord que dans le sud, puisque les départements du Sud sont mieux équipés pour y faire face. Quand il s'agit de passer en rouge, là, ça sera l'appréciation partagée de Météo France et des services de santé, la Direction générale de la santé, Santé publique France et évidemment la ministre, puisqu'il faudra apprécier les conditions d'organisation des services de santé en vigilance rouge. S'agissant des autres sujets que pilote Météo France et mes services, Vigio, évidemment. Aujourd'hui, nous avons 25 départements qui sont placés. Donc, c'est l'accès à l'eau et la sécurité de l'accès à l'eau. 25 départements qui sont placés en vigilance, 10 en alerte,
12 en alerte renforcée et 10 en crise. Dans ces départements en crise, donc qui suppose une restriction dans les usages de l'eau, on a beaucoup de départements qui sont situés sur l'arc sud-ouest, mais également des départements comme l'Indre, comme le Loiret, comme les Ardennes, ce qui là est aussi relativement nouveau. Et nous allons continuer à suivre ces situations de près. Et j'ai réuni les préfets jeudi dernier pour faire le point et activer l'ensemble des mesures liées à la vigilance, à l'alerte et aux restrictions d'eau pour nous permettre de passer aussi bien que possible la saison. Sur autre outil, la météo des feux de forêt, celle-ci montre que l'arc méditerranéen est en risque fort et l'arc, je dirais, le risque modéré commence à progresser vers le nord du pays. Tout ça est suivi de près par les équipes de Météo France. Et enfin, sur les aspects adaptation au changement climatique, vous signalez, au-delà de la stratégie incendie qui a été publiée le 5 juin dernier, le décret qui a été pris dans le cadre de ce plan d'adaptation au changement climatique sur le travail des salariés dans les vagues de chaleur, ce qui donne des outils et rappelle les responsabilités des employeurs pour faire face à ces vagues de chaleur, notamment sur l'organisation du travail, l'eau qu'il faut fournir, le suivi particulier des personnes fragiles. Ça a été fait avec ma collègue Catherine Vautrin, qui, je passe la parole, pourra compléter. Bien, vous l'avez compris, cette situation concerne tous les Français. Elle concerne tous les Français parce que, eu égard à l'ampleur de cette vague de chaleur, chacun d'entre nous doit être vigilant. Et donc, mon premier message, c'est de rappeler la nécessité de boire de l'eau, bien sûr, de manger frais, de se rafraîchir tout simplement en mouillant son corps, en essayant de rester dans une pièce qui puisse être la plus fraîche possible, en étant vigilant sur les activités, notamment les activités sportives qu'on ne fait pas en pleine chaleur. Et si on ne se sent pas bien, on commence par prendre la tâche de son médecin. Et si c'est plus important, on appelle le 15. Ça, c'est vraiment le message de vigilance pour chacune et chacun des Français. Ensuite, bien sûr, il y a des Françaises et des Français qui sont plus vulnérables. Je pense aux tout-petits, je pense aux malades, je pense bien évidemment aux personnes âgées. Et nous avons, avec le ministre auprès de moi chargé de la Santé, Yannick Neuder, dès le mois d'avril dernier, donné des instructions à l'ensemble des services pour nous préparer à ces vagues de chaleur. Nous préparer, cela veut dire, bien sûr, dans les établissements accueillant des personnes âgées, avoir la capacité, c'est obligatoire, d'avoir des pièces rafraîchies dans lesquelles on peut rassembler les personnes, que les personnels, bien sûr, veillent à l'hydratation, c'est la première chose, donner à boire, bien sûr, aux personnes âgées. Pour les enfants, c'est la même chose, être très vigilant autour de l'hydratation. En ce qui concerne l'hôpital, nous avons là aussi un plan qui permet de mettre en place les réponses nécessaires si les hospitalisations liées à la situation que nous connaissons deviennent nécessaires. Nous avons une chaîne qui est en place qui pourrait aller jusqu'au plan blanc si la situation le nécessitait. Nous avons également la responsabilité des conditions de travail et c'est la raison pour laquelle, comme vient de le dire Agnès Pannier-Runacher, nous avons signé un décret qui demande aux entreprises d'adapter les horaires de travail, d'adapter les aménagements, de suspendre certaines activités en raison de la situation climatique et bien évidemment de fournir de l'eau parce qu'il s'agit là de protéger les salariés. C'est la responsabilité de chacune et de chacun des entreprises. Pour tout cela, vous le voyez, une mobilisation, le lien se fait entre bien évidemment le représentant de l'État sur le territoire qui est le préfet, avec les directeurs départementaux et régionaux des agences de santé. C'est eux qui, en parfaite coordination, adaptent l'ensemble des mesures à la réalité du terrain. Je passe la parole maintenant à ma collègue Elisabeth Borne pour les enfants. On va finir sur la santé.
Peut-être rappeler quelques chiffres. L'an passé, c'était 3700 décès et plus de 17 000 consultations ou hospitalisations pour motif canicule. Donc vous l'avez compris, depuis le mois de juin, 3 mots d'ordre, anticiper, mobiliser et communiquer. Anticiper pour éviter toutes les situations qui nous conduirions à prendre des mesures fortes, donc anticiper avec l'ensemble des professionnels de santé dont on salue une fois de plus l'engagement sur ces situations, mais également les forces de sécurité civile, les sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge qui vont se mobiliser pour pouvoir faire face à l'afflux de prise en charge. Rappeler la nécessité de faire le 15 avant d'abord de s'adresser à son médecin traitant et ensuite si le médecin traitant, s'il n'y en a pas ou si il ne peut pas faire face, de composer le 15 pour avoir le service de régulation d'accès aux soins. Ensuite, c'est naturellement de mobiliser l'ensemble des acteurs pour s'organiser, que ce soit l'hôpital public, les structures privées, les professionnels de santé libéraux pour pouvoir, en lien avec les élus locaux qui ont des fichiers des personnes les plus vulnérables, de pouvoir aller jusqu'au domicile, en lien notamment avec les centres communaux d'action sociale. J'ai réuni l'ensemble des acteurs le 16 juin sur une réunion préparatoire. Un courrier est en cours d'acheminement auprès de chacune des municipalités pour redonner les références et les liens en cas de besoin, puisque nous sommes aux côtés des élus locaux. Et demain, j'animerai une réunion avec l'ensemble des directeurs généraux d'ARS pour pouvoir cibler département par département les mesures qu'il y aura à prendre. Et puis le dernier point, c'est communiquer. Donc depuis hier, le ministère de la Santé a activé le numéro d'urgence, le 0800 06 66 66, je le redonne, le 0800 06 66 66. Tout à l'heure, il y avait déjà eu plus de 300 appels, donc je crois que c'est un numéro qui va permettre aussi de rassurer, notamment les plus vulnérables. On a parlé des personnes âgées, des nouveautés, des nouveau-nés, de se protéger aussi des rayons du soleil, et puis surtout de pouvoir boire et s'hydrater très correctement et de ne pas faire d'activité sportive pendant les périodes les plus lourdes. Et puis les personnes qui sont porteurs de maladies chroniques, de vraiment particulièrement respecter ces consignes. Je pense notamment aux patients diabétiques, insuffisants respiratoires, insuffisants rénaux, insuffisants cardiaques, qui doivent particulièrement être vigilants et ne pas hésiter, s'ils sont dans des logements beaucoup trop chauds, de pouvoir utiliser des espaces publics qui sont parfois ouverts par les municipalités, des salles réfrigérées, puisque au-delà de la boisson, c'est aussi de passer un certain nombre d'heures par jour en dehors de son logement, dans un lieu qui peut être un espace, un îlot de fraîcheur dans sa commune ou dans une salle réfrigérée qui est mise à disposition. Bien, donc dans ce contexte de canicule, il nous faut naturellement être vigilants sur la situation de nos élèves et de nos personnels. Moi, j'ai rappelé au recteur les consignes à appliquer, qu'il s'agisse de l'organisation des examens ou de l'accueil des élèves, donc éviter d'utiliser les salles trop exposées, permettre à chacun de s'hydrater, arrêter l'activité physique. S'agissant des examens, donc heureusement les épreuves écrites sont derrière nous, mais des oraux vont encore se dérouler cette semaine pour le bac ou pour l'épreuve anticipée de français. Là, la règle, c'est de faire preuve de souplesse, à la fois vis-à-vis des personnels, des correcteurs qui ont des problèmes de santé ou vis-à-vis des élèves fragiles, donc de permettre d'adapter, par exemple, l'heure de passage pour un élève qui a une situation de fragilité. Pour l'accueil des élèves, notamment en maternelle et dans le primaire, il est essentiel qu'il y ait une bonne coordination et donc qu'il y ait des échanges entre le rectorat, les maires et les préfets pour décider, par exemple, de permettre aux parents qui le peuvent de garder les élèves, les enfants à la maison ou, le cas échéant, d'une fermeture administrative d'école. Mais dans ce cas, il est impératif d'organiser des solutions alternatives d'accueil. Et peut-être dire, pour situer les chiffres, qu'il y a à ce stade, et on va bien sûr suivre l'évolution dans les prochains jours, il y a 200 écoles publiques qui feront l'objet d'une fermeture partielle ou totale lundi, mardi ou mercredi sur 45 000 écoles. Donc ça montre que le travail de coordination se passe bien et on va être vigilant pour que ça reste le cas. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Randallo, est-ce que
L'intensification, elle dépend précisément des départs d'incendie, comme je vous l'ai indiqué. On a mobilisé des moyens. On a une spécificité française qui est reconnue d'ailleurs dans toute l'Europe. C'est le fait qu'on puisse très vite taper le feu dans les 10 premières minutes, comme je l'ai dit, pour qu'on puisse éviter qu'il prenne trop d'ampleur. Ça nécessite beaucoup de moyens et notre organisation est spécifique en France, puisqu'on a une organisation territoriale, ce sont les services départementaux d'incendie et de secours, et on est capable d'y ajouter, évidemment, la mobilisation de moyens nationaux, du personnel civil, du personnel militaire, du personnel volontaire et du personnel, là encore, professionnel. Ce que je veux quand même dire, on l'a vu pour l'eau, c'est que ces questions-là, elles concernent chaque citoyen. C'est la prudence, rappelée tout à l'heure par Catherine Vautrin. Mais là encore, pour celles et ceux dont on a la charge ou dont on n'a pas la charge, quand on est citoyen, on a des proches, on a une famille, on a des voisins, eh bien, on essaie d'aller les voir, notamment ceux dont on sait qu'ils sont vulnérables, que ce sont des personnes âgées. Je voudrais pas que, et je lance un appel à chaque Française, à chaque Français, c'est l'affaire de chacun d'entre nous. Voilà. C'est un épisode caniculaire qui est intense, qui est assez inédit, et l'État seul n'y suffira pas. Ça nous concerne en tant que citoyens, et c'est un acte de civisme de prendre soin des autres, de prendre soin des autres. Voilà, c'est pas du chacun pour soi, c'est d'essayer de prendre soin de ceux qui sont proches. Voilà. Vous redoutez des conséquences analogues à l'épisode caniculaire de 2003, par exemple ? On n'est plus du tout, dans cette culture, puisqu'en 2003, il n'y avait pas de culture. On a une culture du risque. Regardez par exemple sur les EHPAD, par exemple. Les EHPAD, il n'y avait plus du tout, il n'y avait pas de salle à l'époque qui était climatisée. Chaque EHPAD doit en avoir une. On n'avait pas de plan national d'adaptation au changement climatique et on n'avait pas une politique qui était dédiée à le suivi des épisodes caniculaires comme on l'a aujourd'hui, que ce soit sur l'éducation nationale ou sur la santé et dans tous les domaines du jeu. On n'a pas parlé des transports, il y a des plans sur les transports. La SNCF est en train de réviser la manière dont elle va transporter les Françaises et les Français. On a des plans sur l'ozone puisqu'on a un risque de pollution ozone qui est en train d'augmenter. Ça aussi c'est géré et ça sera accompagné au niveau des transports. Donc ce qui n'existait pas, et moi j'étais à l'assistance publique au hôpital de Paris en 2003, a été mis en place depuis par des mesures successives, et y compris en équipement, je pense notamment aux zones de rafraîchissement qui sont obligatoires désormais dans toutes les EHPAD. Ça change tout. Avec quand même un élément sur lequel je voudrais insister, c'est cette prévention et cette information. C'est-à-dire que c'est vraiment l'affaire de chaque Français de faire attention. Et comme vient de le dire le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, faire attention pour lui-même dans sa pratique du quotidien et faire attention pour sa famille, ses voisins, ses amis. Parce que c'est une mobilisation de l'ensemble du pays pour chacun de nos concitoyens. C'est le meilleur moyen qu'on passe cette période dans la situation la plus sereine possible et la meilleure situation sanitaire. Et rappelez que les fichiers au sein des mairies sont disponibles. Toutes les personnes de plus de 65 ans peuvent se faire inscrire auprès de leur mairie si elles se sentent vulnérables, si elles se sentent isolées, pour enclencher soit des appels téléphoniques, soit des passages des équipes qui sont en général articulées par les mairies via les centres communaux d'action sociale. Ça, c'est un grand enseignement par rapport à la canicule de 2003 où il y avait eu, je rappelle, plus de 15 000 morts. Vous l'avez dit, l'ampleur de cette canicule, elle est inédite. On sait, les scientifiques le disent, que ça va se multiplier pour les prochaines années. Est-ce que ça ne demande pas une action de fond aussi, de travail contre le réchauffement climatique ? Tout à fait, ça s'appelle le plan national d'adaptation au changement climatique. C'est un plan que j'ai présenté en mars dernier qui concerne l'ensemble du gouvernement, l'ensemble de mes collègues. On a chacun une feuille de route qui va concerner les épisodes de canicule, mais comme les épisodes d'inondation, l'anticipation de la submersion marine. Et c'est pour ça qu'on est prêt aujourd'hui à affronter cette canicule et qu'on va continuer à progresser dans les années qui viennent. On voit bien que le Sud est particulièrement, ou est mieux prêt que le Nord de notre pays, et c'est cette amélioration que nous allons faire. Et je veux préciser ici que nous avons des moyens pour justement prendre des décisions structurantes. Je pense notamment au Fonds vert qui est là pour la rénovation des bâtiments publics et faire en sorte que il n'y ait plus d'écoles qui soient des bouilloires et qu'on n'ait plus à se poser la question du choix de la salle où on fait classe, parce que les salles seront rafraîchies correctement après des travaux de rénovation thermique. C'est ça aussi que permet le Fonds vert, que permet la Caisse des dépôts avec ses financements. Et puis, de manière plus profonde, c'est toute cette culture
culture de risque que nous devons déployer, développer auprès des Françaises et des Français. C'est-à-dire que c'est sérieux, la canicule, c'est des vraies pathologies, c'est des vrais risques. Il ne faut pas balayer ça d'un revers de manche. Et tout simplement, un conseil comme boire avant d'avoir soif, c'est un conseil très précieux qu'on peut tous s'appliquer et qui fait qu'on aura probablement beaucoup moins de personnes qui se sentira avec des malaises et devra aller à un moment aux urgences. Donc c'est aussi le message que l'on fait passer. Ce sont des consignes de vigilance qui peuvent paraître très simples, peut-être tellement de bon sens qu'on ne devrait pas avoir à les répéter, mais si on les répète, c'est que malheureusement on constate que parfois on présume un peu trop de ses forces et on ne prend pas toujours au sérieux le risque qu'est une vague de chaleur. Le préfet de police va prendre dans les heures à venir, très rapidement, 2 mesures qui vont s'appliquer dès demain et qui concernent Paris et notamment l'intérieur de l'A86. La première, c'est de diminuer de 20 km/h la vitesse à l'intérieur de ce périmètre-là. Et la seconde, c'est de limiter pour interdire au plus de 3 tonnes 5 pour éviter précisément les pollutions et les problèmes qui sont liés à la canicule. Merci, messieurs, dames. Sur les écoles, si c'est possible. Pourquoi les 200 écoles sont fermées et pas les autres? Je pense qu'il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises, peut-être de façon unilatérale. Quelque part, on peut s'étonner à Tours, alors qu'on peut supposer que le maire a été vigilant tout au long de ce mandat pour isoler les écoles, prévoir des constructions bioclimatiques, qu'il ait été amené à fermer 47 écoles. Donc, c'est-à-dire la totalité des écoles de sa ville. Donc peut-être qu'il a voulu passer un message politique sur le dérèglement climatique. En tout cas, on va s'assurer qu'il y a bien des accueils qui sont prévus pour les familles qui en ont besoin. Merci.